Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement. Bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Entretien. Entretien reçoit ce jour Narcisse Nganchop. Il est camerounais, il est un homme politique. Il est le coordonnateur du mouvement Tout sauf BIA. Il est basé en Turquie où il est réfugié politique. Narcisse Nganchop, bonjour. Bonjour Michel. Alors, comment allez-vous ce matin? Par la grâce de Dieu, je vais bien, merci. Alors, en décembre 2021, vous avez été arrêté par la police turque à la frontière entre la Turquie et la Bulgarie. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ce jour-là? J'oserais rappeler que j'arrive en République de Turquie en septembre 2020 où j'applique pour une demande de protection internationale. Vu le problème que j'ai avec le gouvernement camerounais, j'ai été reçu en Turquie, j'ai eu ma protection internationale et voilà, normalement c'est pour 6 mois ou 8 mois, mais il savait qu'après plus d'un an et demi, étant impatient et ne voyant pas le bout du tunnel, j'ai décidé de quitter contre ma volonté illégalement la République de Turquie pour l'Union européenne ou l'espace Schengen où je pouvais avoir un document de voyage et surtout participer au mouvement de la diaspora qui lutte contre la dictature camerounaise et pour contre la passation du pouvoir de Guiragué au Cameroun. Donc, c'est comme ça que j'ai été interpellé à la frontière turco-bulgarie au moment où j'ai décidé de quitter la République turque et j'étais plein de détention et on m'a notifié ma déportation. Alors, vous êtes donc sorti de prison. Racontez-nous un peu les circonstances de votre libération ainsi que les conditions de votre détention dans cette prison d'Erdin en Turquie, qui est une prison pour migrants. En réalité, la détention n'a jamais été une bonne chose. La détention n'a jamais été une bonne chose lorsqu'on est privé de liberté. D'ailleurs, j'ai fait un début d'AVC. Si vous observez bien mon visage, pour vous qui me connaissez, Michel Bienton, vous constateriez qu'au niveau de l'expression, il y a une légère déformation. Observez bien au niveau d'elle. Vous allez vous rendre compte. C'est un début d'AVC que j'ai eu au camp de détention de RDN. Mais néanmoins, ma priorité, c'était de me battre pour ne pas être renvoyé vers la dictature du régime BIA parce que nous connaissons tous que si j'étais retourné au Cameroun, j'aurais été soit assassiné, soit des conditions de prison qui auraient précipité ma mort dans tous les cas. Donc, nous nous sommes battus avec mon avocate, Maître Sevda God, qui est une brillante avocate au bureau de Paris et au barreau de Paris et au barreau d'Istanbul, que je voudrais remercier ici d'ailleurs. Nous nous sommes battus et elle a fait opposition de cette décision d'expulsion devant le juge administratif. Après 3 mois, ça a été une bataille judiciaire longue. Après 3 mois, le juge administratif a rendu sa décision définitive selon laquelle, dans sa conclusion, je ne pouvais faire l'objet de renvoi aux frontières turques, non seulement vers le Cameroun, mais vers l'Afrique. Donc voilà, ça a été difficile. D'ailleurs, je voudrais rappeler que l'ambassade du Cameroun en Turquie est venue auprès du centre de détention de Indigné pour demander que je sois mis à leur disposition et qu'ils devraient s'assurer, ils devaient prendre en charge les frais de rapatriement au Cameroun. Malheureusement pour eux, étant donné qu'il y avait une décision il y avait une procédure judiciaire, ça ne pouvait pas se faire et la décision de justice est tombée au bon moment. Voilà. Ces autorités de l'ambassade du Cameroun en Turquie pensaient, croyaient qu'on était au Nigeria où ils ont réussi à kidnapper et puis renvoyer Ayoub Tabé et son cabinet au Cameroun. Voilà, ils ont cru. Vous savez, les dictatures, on dit le chien ne choisit pas la manière de s'asseoir.
Voyez-vous, même si nous étions dans des pays, dans d'autres pays, ils auraient essayé. C'est comme cela que fonctionnent les dictatures. Alors, on leur a rappelé qu'ici, le judiciaire est indépendant. Dans quelles conditions est-ce que vous vivez en Turquie maintenant que vous êtes un homme libre? Oh, je vis pratiquement dans les mêmes conditions que depuis que je suis arrivé en Turquie. Vous savez, notre priorité, ou je dirais ma priorité, je pense, je me soucie beaucoup plus euh, euh, à nos compatriotes qui sont au pays parce que je suis conscient des difficultés du quotidien de nos compatriotes parce que pour nous, on a dépassé le niveau des besoins du quotidien. On n'a plus ce problème des besoins du quotidien. Mais depuis un certain temps, puisque j'avais créé une société au Sénégal qui s'appelle Transatlantique Dakar, c'est sans publicité, et cette société fait dans l'import-export, transport et logistique, et dans le conseil en immigration. Donc, ayant constaté que sur les réseaux sociaux, on peut euh, ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux et travailler à partir des réseaux sociaux à défaut d'avoir un bureau physique quelque part. Donc, ce qui fait que sur les réseaux sociaux, je m'occupe en donnant des conseils en immigration, en aidant des personnes qui veulent appliquer pour certains visas, que ce soit des visas en ligne, tout simplement des visas Travail Canada, par exemple, comme j'ai des contacts avec quelques entreprises canadiennes qui recrutent à l'étranger. Donc voilà, j'essaie de donner des conseils et ça me permet de pouvoir m'occuper et de pouvoir vivre tranquillement. Alors, je vous ai présenté en ce début d'émission comme un homme politique. Vous avez battu campagne auprès de Maurice Kamto lors de la présidentielle de 2018. Vous avez participé à des manifestations des Camerounais de la diaspora qui revendiquaient la victoire de Maurice Kamto à cette élection présidentielle de 2018 qui criait qui disait non au hold-up électoral. Alors, en 2020, Maurice Kamto a décidé de ne pas prendre part au double scrutin législatif et municipal de 2020. Et lors de son récent meeting du côté de Nkonsamba, c'était le 8 octobre dernier, si je ne m'abuse, Maurice Kamto a annoncé que son parti prendra part aux élections de 2025. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant que quelqu'un qui a participé à la campagne de Maurice Kamto lors de la présidentielle de 2018? Voilà, je voudrais dire ici que je ne regrette pas avoir apporté mon soutien au professeur Maurice Kamto en 2018. La preuve en est, il faut le reconnaître, il fut le vainqueur de l'élection présidentielle en 2018. Malheureusement, fort est de constater avec le temps que le professeur Maurice Kamto, qui est un immense juriste incontestable au niveau de la communauté internationale, n'est pas aussi fin politicien qu'il est juriste. Comme disait quelqu'un, on ne peut pas avoir de la maîtrise dans tous les domaines. Hélas, le professeur Maurice Kamto n'a pas une bonne connaissance des questions politiques ou des affaires, sur les questions politiques, je dirais. Le professeur Maurice Kamto l'a prouvé la première fois, c'est après les résultats de l'élection présidentielle, l'occasion qu'il a manqué de prendre le pouvoir parce qu'il était le vainqueur. Il n'a pas eu le courage nécessaire pour aller à la confrontation face à la tyrannie du régime de M. Ça, c'est une chose. Et il est difficile qu'il puisse avoir une seconde chance à l'avenir. La deuxième chose, c'est que bien avant que le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui est le parti du professeur Maurice Kamto, déclare vouloir aller aux élections législatives de 2019, je crois, 2019 ou 2020, je pense qu'il y avait 2020. élections législatives en 2020. C'était en février, le 9 février, oui, 2020, oui. Lorsque le mouvement de la Renaissance du Cameroun ne se prépare pour cette élection, j'ai été contacté, j'étais en exil au Sénégal.
Le président Pierre, je prends à témoin ici M. Aristide Mbouna, le directeur de la chaîne télévision Afrique Informe, qui m'a contacté au nom du président du parti. Le président Kwemo avait pris les dispositions, d'après ce qu'il m'avait dit lui-même, pour pouvoir que je vienne pour être candidat aux élections législatives pour être député de la République. J'ai été appelé, d'ailleurs, le président Kwemo lui-même m'a envoyé l'argent du billet d'avion pour revenir au Cameroun pour être candidat à la députation. J'ai refusé. J'ai décliné cette offre tout simplement parce que je pensais que les conditions n'étaient pas réunies au Cameroun pour une élection crédible. Et ayant contesté le système électoral de l'élection présidentielle, je conteste le système électoral pour les législatives et municipales. N'oubliez pas qu'en 2013, j'étais candidat au municipal et c'est effectivement avec le système actuel qu'il y a eu fraude qui a permis aux partis au pouvoir de nous battre. Pourtant, nous avions gagné dans les urnes. Dans ma commune. Donc, j'ai décliné cela et j'ai été surpris que le MRC qui se préparait à aller aux élections, quelques temps après, s'est retracté à la dernière minute. Le professeur Maurice Kamto s'est retracté et a décidé de ne plus aller aux élections. Ça, c'est déjà une incohésion pour un homme politique de sa stature. Vous savez, en politique, il est très important, la cohésion. Savoir, lorsque vous fixez un cap, suivre ce cap. Donc, il a fait un rétropédalage. Ça peut arriver. Nous avons plusieurs fois écouté le professeur Maurice Kamto dans ses déclarations qui disait qu'il ne peut y avoir aucune élection au Cameroun sans modification du système électoral. Un consensus pour la modification du système électoral. L'entendre dit qu'il ira à l'élection présidentielle. Maintenant, vous savez, on ne peut pas lire dans les boules de cristal et on ne peut pas définir une pensée à l'avance. Peut-être que la déclaration qu'il ira aux élections présidentielles. Peut-être que derrière cette déclaration se cache autre chose. Parce que je vois le professeur Maurice Kamto, même s'il allait aux élections, parce que si vous allez aux élections, avec le système électoral, vous avez pour obligation d'accepter les résultats sortis de l'urne. C'est ce qu'on appelle la force de la légalité. Une fois qu'une institution légale a reconnu la victoire, vous avez l'obligation de vous soumettre à cette légalité. Si vous voulez contester. Mais lors du meeting de Nkonsamba, Maurice Kamto a annoncé que son parti va remporter toutes ces élections. Quelles sont les chances de Maurice Kamto, justement, de remporter ces élections ou l'une des élections qui sont prévues en 2025? Déjà, vous devez savoir, gagner les élections et être proclamé vainqueur, il y a une grande différence. Oui, surtout que Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel sont à la solde du dictateur Paul Biya. Tout à fait, nul doute. Le professeur Maurice Kamto est l'homme politique le plus populaire actuellement. Il faut le reconnaître. Gagner l'élection présidentielle, c'est une chose. Mais être proclamé vainqueur, c'est une autre chose. Et lorsque vous avez accepté d'aller aux élections pour une deuxième fois. Et je vais vous dire que la force que le MRC ou bien les soutiens du professeur Maurice Kamto en 2018 ne seront pas les mêmes à la future élection présidentielle. Parce que beaucoup de personnes ont compris qu'ils n'avaient pas le courage nécessaire pour faire face au régime et se sont découragés. Je vais prendre pour exemple, lorsque le professeur Maurice Kamto lance un appel à la collecte des fonds, sans donner des raisons, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelé plus tard en disant nous avons voté pour cette histoire parce qu'on pensait que c'était l'argent pour mobiliser par exemple les armes et aller à une confrontation face au régime de M. Biya. C'est lorsque les gens ont commencé à dire qu'on leur a fait savoir qu'au fait, c'était un fonds Covid parce que dans la première déclaration, on n'avait pas donné les raisons. On avait lancé un appel pour une mobilisation. C'est après qu'on nous a dit que c'était un fonds Covid. Donc les gens ont dit off. Donc nous avons cotisé l'argent pour acheter les gels hydroalcooliques et puis tout ça. Anyway. Donc, vous comprenez qu'il n'y a plus ces mêmes soutiens. Et il sera difficile pour lui, non seulement de gagner une élection au Cameroun à l'avenir, de deux, s'il arrivait qu'il gagne, de pouvoir revendiquer sa victoire. Donc, pour moi, je pense que c'est une erreur grave de faire cette déclaration. Je pense que le professeur Maurice Kamto devait rester sous une logique, à savoir la modification du système électoral. Mais maintenant, c'est une politique. Attention. Nous avons vu M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas faire une comparaison. Si le professeur Maurice Kamto juge
que désormais il s'est préparé et qu'il a les capacités de contester une élection, mais bien sûr, il a le droit d'y aller. Avec un homme politique et nous ne pouvions pas voir. Ouais, en principe, un homme politique dans le sens propre ne fait pas des déclarations en l'air. C'est-à-dire que lorsqu'il fait des déclarations, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur un nombre d'éléments pour faire des déclarations. Mais Narcisse, il y a quand même que la chose ne semble pas aussi aisée qu'on puisse le penser, puisque Maurice Kamto n'a pas d'élu, que ce soit dans les conseils municipaux, que ce soit dans les conseils régionaux, que ce soit au Parlement. Et selon la loi électorale, pour que son parti puisse investir un candidat pour la présidentielle de 2025, il lui faut avoir des élus. Au cas où il n'en a pas, il faut qu'il réunisse 300 signatures à raison de 30 signatures par région. Comment pourra-t-il remplir ces conditions? Non, vous savez, nous sommes en politique. En politique, tout est possible, mon cher Michel. Tout est possible en politique. Il y a des deals qui se font. Il y a ce qu'on appelle des coalitions de circonstances. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Il peut être candidat. Il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas une question du MRC, c'est une question de Maurice Kamto. Et justement, parlant de coalition, on parle de plus en plus d'une possible alliance entre le MRC et votre parti, l'UMS, en vue de l'investiture d'un candidat pour la présidentielle de 2025. Est-ce que vous en avez entendu parler? Il y a encore une semaine, j'ai eu un échange avec le président de mon parti politique, le président Kwemo Pierre. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre. Il y a de cela une semaine, il devrait normalement faire escale à Istanbul pour avoir un entretien avec moi parce qu'il devait se rendre aux États-Unis. Et nous avons échangé pendant plusieurs longues heures. Et il était toujours question que nous puissions voir dans quel cadre je pourrais retourner pour assumer mes responsabilités au sein du parti, la réorganisation du parti. Et surtout, il me rappelait que j'ai une place très importante dans le Vouri pour pouvoir m'exprimer sur les questions politiques de notre pays. Mais en aucun moment, nous n'avions évoqué le cadre de coalition avec le MRC. Et je ne pense pas que l'Union des mouvements socialistes, qui est le parti politique auquel j'appartiens, puisse faire une alliance avec le professeur Maurice Kamto, que je ne sois informé. En ce qui me concerne personnellement, le président de mon parti politique, l'honorable Kwemo Pierre, le sait, je suis opposé à toute élection au Cameroun sans modification du système électoral. Je ne suis pas de l'âge du président Kwemo Pierre, je ne suis pas de l'âge du professeur Maurice Kamto, je suis la jeunesse. C'est-à-dire que nous aspirons à autre chose. Alors, pour moi, je n'ai probablement pas la même vision que ces personnes. Peut-être que si communication entre les présidents, parce qu'il faut reconnaître que c'est peut-être le président du MRC et le président de l'UMS. Au moment où j'aurai l'information à mon niveau, je vous tiendrai informé et effectivement, je ferai savoir ma position au président de l'UMS. Je serai bien évidemment contre si seulement on acceptait d'aller aux élections sous le système électoral actuel. Mais si une probable coalition est possible pour une revendication, comme ils le font déjà dans cette coalition de certains partis de l'opposition pour revendiquer l'application du système électoral, bien sûr, je soutiendrai cela. Je soutiendrai cela. Vous savez, on est plus fort unis. Mais pour le moment, je n'ai aucune information. C'est un rapprochement entre MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, du professeur Maurice Kamto, et mon parti politique, l'Union des mouvements socialistes. Alors, en ce moment, l'on assiste à une bataille de clans au sommet de l'État du Cameroun en vue de la succession de Paul Biya, qui aura bientôt 90 ans. D'un côté, on parle du clan Boulou, qui a pour égérie Franck Emmanuel Biya, qui est le fils de Paul Biya. De l'autre côté, on parle du clan des Nanga, qui est incarné par le tout-puissant secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. La bataille s'est d'ailleurs déportée sur le front judiciaire. On parle des affaires de la ligne 94 qui est activée par Ferdinand Ngongo. De l'autre côté, on parle de l'affaire du fonds Covid qui
a été porté devant le tribunal criminel spécial par le clan des Boulous. Est-ce que vous croyez en une transmission du pouvoir de gré à gré au Cameroun? Est-ce qu'on s'achemine vers le scénario gabonais, togolais ou congolais au Cameroun, cette transmission du pouvoir de père en fils? Bien évidemment, c'est une réalité au Cameroun. Nous nous acheminons lentement, mais sûrement vers une succession de gré à gré, une passation de pouvoir de gré à gré et une succession monarchique au Cameroun. C'est depuis 2011 et avant 2009, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le clan de M. Biya a décidé de neutraliser M. Mafami Doumbouya, qui était un potentiel candidat, c'était pour une préparation d'une succession de gré à gré et surtout d'une monarchie au Cameroun. Et à partir de 2011-2012, les bases, c'est-à-dire que ils ont commencé à prendre des dispositions pour ce cérémonial qui se prépare à la tête du Cameroun. Néanmoins, nous observons, nous autres acteurs en politique de l'opposition, nous observons des guerres, des clans entre les Nangas, qui sont du centre, qui appartiennent à la région de la première dame actuelle, Madame Chantal Biya, avec le tout-puissant Ferdinand Ngongor, qui aujourd'hui ayant délégation de signature et puis a carrément au rang de vice-président de la République du Cameroun, prétend que c'est le tour des fils du sang à prendre le pouvoir. N'oublions pas que M. Ferdinand Ngongor est quand même soutenu par l'élite du centre, que ce soit les Zundu, que ce soit les Zitoun, bref, l'élite du centre, qui ont toujours pensé, parce qu'en 97, lorsque M. Titus Edzoa est neutralisé par Edgar Bengo, qui à l'époque était préfet de Vouri, c'est parce que Titus Edzoa, en tant que fils du centre, pensait que eux, les enfants du centre, peuvent prendre le pouvoir. Et il a été neutralisé par les Boulous. Donc aujourd'hui qu'ils ont la chance d'avoir leur fils au secrétariat général de la présidence de la République, c'est pour eux l'occasion de prendre leur revanche sur les fils, sur les gens du Sud, les Boulous. Alors, le plus grand des Boulous a été neutralisé, Edgar Alain Mbengo, mais toujours est-il qu'il reste un autre, même s'il n'a pas la carrure de M. Mbengo, qui est lui, Paul Motazeux, qui est l'obstacle. Oui. Qui est l'obstacle, parce que ceux comme les Jacques Famdongo, dont je connais parfaitement, ce sont des soumis, c'est-à-dire qu'ils ont accepté, même s'ils peuvent jouer un double rôle, mais ils se sont soumis à M. Ferdinand Ngongor. Sauf que dans ce cas où M. Ferdinand Ngongor a placé les fils du centre au sein de l'appareil militaire du pays, les Boulous se sont préparés depuis, parce que les Boulous sont aux affaires depuis. Et je peux vous le dire, sans doute, que M. Ferdinand Ngongor sortira perdant de ce combat. Et surtout que Franck Biya a le soutien de Paris, parce que selon Jeune Afrique, il aurait été reçu au palais de l'Élysée par Emmanuel Macron. Non, mais Franck Biya est le consensus, parce que non seulement Franck Biya ayant grandi avec lui, Paul Motazeux, Edgar Mbengo, comme leur petit frère, parce qu'ils sont comme, ces deux-là que je l'ai cités sont comme les aînés de Franck Biya. Mais Franck Biya, non seulement appartenant au Boulou, sa mère est du centre. Elle est Yébékolo, de Nanga et Bobo. D'Akonolinga, oui. D'Akonolinga. Tout comme Motazeux d'ailleurs. Oui. Bien sûr, vous voyez que c'est le consensus. Ouais. Donc, du coup, non. Il faut dire que Motazeux étant le neveu de Madame Jeanne-Irène Biya, de feu Jeanne-Irène Biya, mais il se considère beaucoup plus comme Boulou, parce qu'il a grandi avec l'élite Boulou, il a grandi au milieu des Boulous. Tout à fait. Donc, ce qui fait que Ferdinand Ngongor, qui est ce Nanga, tout simplement parce qu'il profite de la présence de Madame Biya au pouvoir, et n'oubliez pas que Biya est conscient, les derniers moments qu'il passe autour de à un moment donné, il sait
qu'il a un choix à faire et le seul choix qu'il pourra faire, ça sera Front Biya. D'accord. Alors, Il n'a justement, plus rien à faire. voilà. Sauf que là, nous parlons de leur guerre. Ceux qui sont au sein du pouvoir, le peuple camerounais n'a pas dit son dernier mot. Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous allons nous inviter à la fête. Et c'est là où les choses seront intéressantes parce que nous n'allons pas laisser ce règne chaotique se perpétuer. Et d'où vient notre responsabilité? À savoir qu'au Cameroun, il y a deux options. Soit le régime criminel du dictateur écoute la communauté internationale et organise des élections transparentes avec un consensus et un système électoral consensuel, soit le rapport de force militaire. D'ailleurs, vous savez que pour moi, personnellement, je me prépare pour un rapport de force militaire face au régime de M. Biya. Ah bon? Parce que moi, soit nous engageons un rapport de force militaire pour récupérer notre souveraineté et donner au peuple camerounais des institutions fortes. Le président Djérolé au Ghana avec ses camarades, soit nous laissons un règne de clientélisme, de sectarisme, de banditisme, de gangstérisme se perpétuer pour 50 ans encore avec M. Franck-Emmanuel Biya. Nous devons nous préparer pour le rapport de force. C'est de notre droit. Et j'appelle les Camerounais à se tenir prêts, particulièrement la diaspora camerounaise à se tenir prête pour un rapport de force face au régime de M. Biya. Alors, vous estimez que Paul Biya ne pourra, le régime de Paul Biya ne peut tomber que par la force, ne peut être renversé que par la force. Alors, quels sont les liens que vous avez? Parlez-nous de vos liens avec le mouvement pour la libération du Cameroun, ce mouvement rebelle qui a émergé dans la partie septentrionale du pays. C'était en décembre 2020. Alors, où en êtes-vous avec vos rapports avec ce mouvement rebelle? Alors, il faut dire que je crée le mouvement pour la libération du Cameroun dans l'optique de rechercher les moyens de financement pour engager une résistance militaire face au régime du dictateur Paul Biya. Je l'assume. Ouais. C'est de mon nom. Parce que dans mon pays, il n'y a pas une démocratie. Je ne prends pas les armes contre le peuple camerounais, mais nous devons prendre des armes contre une dictature qu'il y a au Cameroun. Ouais. Alors, lorsque je lance le mouvement populaire pour la libération du Cameroun, c'est pour inviter tous ceux qui peuvent soutenir le peuple souverain camerounais à se joindre à ma personne pour que nous puissions réfléchir sur les moyens conséquents pour faire face au régime du dictateur Biya et renverser ce régime que je juge illégitime dans notre pays. Tout à fait. C'est comme ça que je suis contacté dans mon Facebook par des jeunes militaires camerounais qui sont à l'extrême nord et qui me disent qu'ils apprécient ce que je fais et qu'ils adorent le nom du mouvement que j'ai créé. C'est comme cela que nous entrons en contact. Il y a beaucoup d'autres au Nigeria et puis ils ne sont pas seulement à l'extrême nord, au nord, dans l'Adamawa, à l'est. Donc, et parmi ces gars, beaucoup sont des jeunes soldats qui avaient été recrutés par le feu camarade capitaine Guérandim Bara, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, lorsque les attaques commencent au Cameroun, il ne s'agit pas de Boko Haram. C'était le capitaine Guérandim Bara qui était en train de revenir dans son pays pour chasser le régime de M. Biya. Malheureusement, lorsque le capitaine Guérandim Bara a été assassiné, M. Aboubakar Shekawa, qui avait fait de la sous-traitance parce qu'il avait mis beaucoup d'hommes à la disposition de Guérandim Bara, a récupéré ces hommes et commence à avoir des prétentions de créer un État islamique. Et c'est comme cela que plus tard, c'est devenu cette affaire de Boko Haram. Mais au départ, il s'agissait de Guérandim Bara. Donc, la plupart de ces hommes sont des hommes du capitaine camarade Guérandim Bara. Et effectivement, le projet reste en étude. Nous attendons voir s'il y a des personnes qui peuvent nous soutenir. Évidemment, nous avons deux options pour le Cameroun, soit une alternance démocratique dans un système consensuel accepté par tous, soit nous trouverons des moyens. Nous ferons le pacte avec le diable si nécessaire, mais nous devons renverser le régime de M. Biya au Cameroun. OK. Alors, nous allons terminer cette interview avec la crise anglophone qui dure et perdure. Alors, une fois avoir renversé le système Biya, comme vous le rêvez tant, comment comptez-vous trouver une solution à cette crise? Comment comptez-vous engager le dialogue
avec les leaders du mouvement indépendantiste anglophone. Bref, comment comptez-vous trouver une solution à ce problème anglophone? Pour moi, personnellement, je voudrais rappeler que si jamais, par la grâce des dieux et des ancêtres, Omobé et tous ses camarades nous donnaient leur force pour renverser le régime de M. Biya, il n'est pas question pour nous de nous installer au pouvoir. Je n'ai pas un amour du pouvoir. Je suis quelqu'un qui achète sa liberté et je tiens à ma liberté. D'ailleurs, je pense que si je devrais prendre un exemple, je prendrais celui du président Jerry Rawlings. Et pour revenir sur la question de la crise au Cameroun anglophone, au Cameroun occidental, je pense que la première chose, le premier acte à faire, c'est de revenir d'abord au Cameroun fédéral, c'est-à-dire la forme réelle de notre pays. Parce que l'État unitaire dont nous vivons depuis est un fait État, en réalité, n'est pas un État légal. Le Cameroun est un État fédéral et à partir du moment où nous revenons à la fédération du Cameroun, c'est-à-dire que nous reconnaissons que le Cameroun occidental, c'est-à-dire que le Southern Cameroun est une partie souveraine qui a accepté de nous rejoindre en toute, sans obligation. Et une fois que nous revenons dans la fédération, je pense que le rôle du conseil de transition qui sera mis sur pied après le renversement du régime de M. Biya, c'est d'organiser des élections sérieuses, consensuelles et surtout sensibiliser nos compatriotes pour que nous puissions donner la chance à un de nos frères anglophones de conduire aux destinées de la République fédérale du Cameroun. Ce n'est que par cela que nous pourrons rassurer nos frères du South Cameroun, du Cameroun occidental, que nous pouvions vivre ensemble dans l'égalité et la justice. En donnant la possibilité à un fils du Cameroun occidental à diriger le Cameroun fédéral et surtout à respecter scrupuleusement la constitution du Cameroun fédéral, que chaque partie du Cameroun puisse s'auto-gérer. Je pense que si nous avions respecté la constitution de 61, non seulement le Cameroun serait un État prospère, mais aussi il n'y aurait pas eu tout ce problème de volonté de sécession qu'il y a. Donc, la première chose, c'est venir au Cameroun fédéral et ensuite organiser des élections. Tout à fait, ça sera peut-être un point de vue, mais nous devons laisser les unes décider, permettre pour moi à un fils du Cameroun anglophone de diriger la destinée de notre pays. Alors, Narcisse Nganchop, merci d'avoir répondu à nos questions et surtout courage à vous du côté de la Turquie où vous résidez désormais. C'est moi qui vous remercie, M. Michel Biemton, pour l'attention que vous accordez à ma modeste personne. Je voudrais, à travers votre média, saluer une fois de plus le peuple camerounais, leur demander d'être patient, surtout de ne pas se résigner, savoir que ce n'est qu'au bout de l'effort que se trouve la réussite, savoir que même le peuple français s'est battu, la Marseillaise est un hymne de combat, le peuple français s'est battu pour récupérer sa souveraineté et que tous les peuples libres sont passés par des batailles pour obtenir leur libération et surtout bâtir une nation juste où il fait bon vivre pour tout le monde. Je vous remercie. Merci.